la formation et le développement du mouvement communiste international. 2, sa division et son éclatement. Et 3, la situation actuelle et les perspectives. Je pense qu'il est nécessaire de commencer par l'histoire du mouvement communiste international depuis la fondation de la Troisième Internationale en 1919 pour savoir bien situer les discussions qui ont lieu aujourd'hui un peu partout dans le monde. Donc il faut rappeler d'abord que la Première Internationale est en quelque sorte le produit de la première grande crise internationale du monde capitaliste et impérialiste de la Première Guerre mondiale. C'était une guerre injuste, une guerre criminelle, impérialiste de tous les côtés. Et dans cette guerre, il n'y avait qu'une seule chose à faire pour les prolétaires de tous les pays, c'était de mettre fin à cette guerre barbare en renversant leur propre bourgeoisie. Vous savez qu'un des pays qui a été le plus touché par la Première Guerre mondiale était justement la Belgique, parce qu'une grande partie de cette guerre a eu lieu sur ce territoire. Et vous savez sans doute que derrière l'Isère, d'un côté de l'eau, il y avait des soldats belges, français, anglais, et de l'autre côté des Allemands, des Autrichiens, des Hongrois et d'autres. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que du côté des Belges, des Anglais et des Français, il y avait aussi des dizaines de milliers de gens un peu venus de tous les coins du monde. Il y a un livre qui a été publié sur la Flandre, sur le petit coin de la Flandre qui se trouve à la mer. Et donc vous trouvez là des photos avec des gens avec des grands turbans. C'est-à-dire il y avait des centaines et des centaines d'Indiens dans les villages de Veurne-Ambacht. Ici, vous voyez une masse de gens avec de longues tresses encore. Ce sont des milliers de Chinois qu'on avait amenés de Hong Kong pour enterrer les cadavres. Et donc on avait des Indiens, on avait des Chinois, on avait des Sénégalais, on avait des Marocains qui se battaient de ce côté-là. C'est-à-dire, l'Isère donnait un beau tableau de ce que c'était le prolétariat mondial, de ce que c'était les souffrances du prolétariat international, de ce que c'était la barbarie de la bourgeoisie internationale qui était, tout se trouvait là-bas, et donc de la nécessité d'une révolution socialiste contre tous les capitalistes. Vous savez que chez nous, ça ne s'est pas passé. Vous savez que beaucoup de misère des soldats derrière l'Isère a été dirigée par le mouvement réactionnaire flamand, qui a dit que la cause, ce n'est pas le capitalisme, il ne faut pas renverser la bourgeoisie, la cause, c'est les francophones, et il faut un mouvement nationaliste pour qu'on ait une bourgeoisie flamande qui tient tête à la bourgeoisie francophone. Et donc on fait toujours croire que la souffrance des soldats flamands, c'était une question de langue. Et donc les photos des Indiens, des Chinois, des Sénégalais et d'autres Marocains montrent bien le caractère mensongère et contre-révolutionnaire de ces propos. Mais donc, c'est bien sûr en Union soviétique que le prolétariat a accompli son devoir et a fait la révolution, a renversé le tsarisme d'abord et le régime bourgeois russe ensuite. Et donc, c'est de cette grande révolution socialiste et soviétique qu'est parti un écho dans le monde entier. Et donc, les ouvriers du monde entier qui avaient vécu les souffrances de cette guerre avec environ 20 millions de morts étaient enclins à suivre l'exemple de la grande révolution socialiste. Et donc, ce grand courant de sympathie qui existait aussi ici, en Belgique, a été organisé par Lénine et les bolcheviks dans ce qui est devenu la Troisième Internationale. Au congrès de fondation de la Première Internationale, Lénine dit ceci: les hindous, les nègres, les arabes, les malgaches se sont battus sur la terre d'Europe. Au nom de quoi?
Et donc il fait directement référence au tableau que nous avons vu derrière l'Isère. Au nom de leur droit à demeurer plus longtemps esclaves de l'Angleterre et de la France. Jamais encore le spectacle de la malhonnêteté de l'État capitaliste n'avait été aussi édifiant. Seule la révolution prolétarienne peut garantir au peuple opprimé une existence libre, en unissant les peuples dans une étroite collaboration économique, conformément à un plan économique commun. La révolution prolétarienne assurera dans le monde entier la constitution de la République soviétique internationale. Donc Lénine il lie directement la lutte contre l'oppression nationale dans les colonies et ailleurs à la tâche de renverser le capitalisme, et ce capitalisme doit être renversé pour que l'unité sur une base volontaire, sur une base socialiste, de la population du monde entier puisse s'organiser. Et donc il voit la création de l'Union soviétique comme le premier pas dans un processus révolutionnaire qui va aboutir finalement, après on ne sait pas combien d'années, à la constitution d'une fédération mondiale de républiques socialistes. C'est avec cette perspective qu'est née la première internationale. Nous demandons aux ouvriers et ouvrières de tous les pays de s'unir sous l'étendard du communisme, dans la lutte contre la barbarie impérialiste, contre l'État bourgeois et la propriété bourgeoise, contre tous les aspects et toutes les formes de l'oppression des classes ou des nations, unissez-vous. Sous le drapeau des soviets ouvriers et la dictature du prolétariat, sous le drapeau de la Troisième Internationale, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Donc c'est sur base de cette perspective d'une organisation internationale sur base socialiste, et pour le faire, pour le créer, la fondation d'une organisation internationale de prolétaires, qu'on a vu se développer le grand mouvement communiste international à partir de 1919. L'international voulait être une organisation mondiale, un parti mondial qui était uni, qui était discipliné et qui avait une direction. Et donc sur cette base, on a organisé des congrès mondiaux où les différents partis communistes du monde entier envoyaient leurs délégués pour délibérer et décider de la ligne commune à suivre. Et donc ainsi, il y a eu 7 congrès de la Troisième Internationale. Le premier congrès en 1919, le 7e en 1935. Du congrès de l'Internationale sortait un comité exécutif qui était tenu à diriger l'ensemble du mouvement dans les intervalles du congrès. Je veux signaler quelques aspects du travail qui a été accompli par la Troisième Internationale et par son comité exécutif et qui ont toujours une importance, je pense, pour nos réflexions actuelles sur le mouvement communiste international et l'internationalisme. D'abord, il faut souligner que sous l'impulsion de la Troisième Internationale et de Lénine, il y a eu une lutte idéologique organisée au niveau international. Bien sûr, ça pouvait se faire à cette époque grâce au fait que le parti soviétique avait une expérience extrêmement riche, un prestige dans le monde entier, et que le Parti communiste soviétique a réellement été l'élément unificateur, on peut dire fondateur de la Troisième Internationale. Et donc c'est en grande partie le Parti soviétique qui dirigeait et qui aidait les autres partis communistes dans leur fondation et dans leur affermissement. Et donc le Parti soviétique a joué un rôle essentiel grâce à son expérience idéologique dans la consolidation des partis communistes qui sont nés dans le monde entier. Et donc il faut reconnaître ses mérites historiques au Parti communiste de l'Union soviétique
Et il faut reconnaître aussi que beaucoup de partis communistes dans le monde n'auraient jamais vu le jour et ne se seraient jamais développés s'il n'y avait pas eu cette aide active du Parti communiste soviétique. Et donc dans les réunions du comité exécutif se discutait la situation en Chine, la stratégie et la tactique à suivre, et donc les dirigeants des principaux partis étudiaient des rapports sur ce qui se passait en Chine et délibéraient sur la tactique que le Parti communiste chinois développait, le critiquaient, donnaient des conseils. Et donc c'est ainsi qu'en 1926, par exemple, il y a un comité qui est consacré à la Chine, où on voit des interventions de Staline qui sont extrêmement intéressantes et importantes. Et donc là, on voit que l'Union soviétique et Staline ont aidé le Parti communiste chinois à s'orienter dans la juste voie. Parce qu'il y a un tas de conceptions confuses en Chine, et Staline il met dans ses interventions l'accent sur le fait qu'il ne faut pas confondre la révolution démocratique en Chine avec la révolution démocratique en Russie. On sait qu'en 1905, il y a eu la première révolution contre le tsar, que c'était une révolution anti-féodale, révolution démocratique. Et donc, à cette époque, c'était le modèle pour les révolutions un peu partout, surtout dans le tiers-monde. Et Staline met l'accent sur le fait qu'il y a une différence fondamentale en Chine. C'est que la Chine aura comme premier adversaire, comme premier ennemi, l'impérialisme. Quoiqu'à ce moment-là, il n'y avait pas de troupes de l'impérialisme directement en Chine. Mais donc, le caractère essentiellement anti-impérialiste de la lutte en Chine est souligné par Staline. Deux, il signale qu'il y a un aspect très particulier de ce qui se passe en Chine, qui est oublié dans la plupart des rapports qui viennent de Chine. Et il souligne l'importance du fait que la lutte armée révolutionnaire en Chine s'oppose à la lutte armée contre-révolutionnaire. Parce qu'une des spécificités de la Chine en 1926 était qu'il y avait une armée révolutionnaire du Kuomintang, l'ancien parti de Sun Yat-sen, qui était dans le sud et qui mobilisait les ouvriers et les paysans et qui affrontait le régime réactionnaire qui était à Nanking dans le nord. Et donc Staline il souligne à juste titre que cette armée révolutionnaire du sud va mobiliser les ouvriers et les paysans et les pousser à s'éveiller, à s'organiser. Et il dit que les communistes doivent travailler à l'intérieur de cette armée. Et il dit que les communistes chinois doivent étudier les questions armées, les questions de la lutte militaire. Et donc c'est exactement ce que Mao Tse-tung a fait. En 1930, on voit des grands débats devant le comité exécutif sur la politique du Parti communiste français. Et donc beaucoup de faiblesses du Parti communiste français sont débattues. Il y a un rapport de Manuilski là-dessus. Il dit que, par exemple, une des erreurs principales qui se commettent en France, c'est qu'on fait une appréciation erronée de la situation et qu'on a lancé le mot d'ordre que la tâche des ouvriers français est d'arrêter le fascisme. Et donc, il dit, on fait une appréciation erronée et on dévie de la lutte de classe révolutionnaire contre l'ensemble du système bourgeois. Et les premiers signes d'une montée fasciste en France sont déjà un prétexte pour en fait liquider le combat contre la bourgeoisie en tant que telle. Deux, il dit, le Parti communiste français, il développe l'idée que la social-démocratie est complètement finie aux yeux des ouvriers. Elle a fait tellement de crimes et de trahisons. Et donc on critique cette position et on dit, elle a bien sûr fait beaucoup de crimes, mais elle a toujours, à l'intérieur de la masse populaire, une marge de manœuvre. Et maintenant, on dit, elle manœuvre en disant, les capitalistes veulent diminuer les salaires en France de 20%, nous on se battra pour qu'ils ne le diminuent que de 10%. Et deux, il dit, la social-démocratie a un nouveau terrain de manœuvre, elle peut se présenter comme le sauveur du fascisme. Et donc, réaliser la politique que la bourgeoisie veut, mener la répression qui est nécessaire, tout en disant, nous, on est mieux que le fascisme, on sauve le pays du fascisme. L'international a été très important vis-à-vis du parti français, donc je donne seulement cet exemple, aussi dans le domaine de l'organisation. Donc il faut savoir que dans les années 20, il fallait un nouveau secrétaire général du parti français et le candidat était Doriot.
Mais donc l'Union soviétique suivait quand même de près ce qui se passait dans les bureaux politiques des différents partis. On a convoqué les dirigeants à Moscou, et donc là on a eu une sérieuse discussion, et donc c'est là que Doriot a été démasqué. Et vous savez que Doriot est devenu le grand collaborateur des nazis, et qu'il est devenu le fondateur et le chef du parti nazi en France. Mais il n'y avait pas que Doriot, il y avait aussi Barbet et Sellor, qui étaient deux membres du bureau politique, qui, grâce aussi à la vigilance de l'Union soviétique, ont été démasqués, qui sont devenus deux cadres du parti fasciste de Doriot. Donc ce n'était pas seulement une aide politique, mais aussi une aide organisationnelle. C'était mon premier point là-dessus. La lutte, la discussion idéologique et politique était menée d'une façon internationale et centralisée, et a aidé beaucoup les partis à s'orienter. Deux, il y avait aussi une pratique de coopération intense. Il y a eu des conseillers de l'international qui étaient envoyés dans des partis qui étaient encore plus faibles. Par exemple, en Belgique, il y a eu un communiste hongrois qui était lié au comité central du Parti communiste belge et qui a eu beaucoup d'influence. Il était plus expérimenté, plus ferme. Il y a eu des conseillers au Parti communiste chinois au début, après 1921. Et deux, il y a eu des écoles de cadres à Moscou, et donc des communistes du monde entier, des Noirs des États-Unis, des Sénégalais, des Belges, sont allés se former à un haut niveau avec des professeurs très expérimentés dans tous les problèmes de la tactique et de la politique marxiste-léniniste. Et alors, il y a un troisième point que je veux souligner sur le travail de l'international, c'est que grâce à l'international, l'idée s'est développée que les communistes du monde entier ne faisaient qu'une seule famille. Et donc ça, c'était généralement accepté. C'était un point commun à un communiste qui était en Pologne, ou en Belgique, ou en Hongrie, ou en Russie. J'ai dû parler la semaine passée à Londres. Il y avait l'anniversaire de la mort d'un homme dont personne ici n'a probablement entendu le nom. Il s'appelle Sakladvala. Il est mort en 1936. C'était le 60e anniversaire de sa mort. C'était un homme qui était né dans une des plus riches familles indiennes, la famille Tata. Il avait été envoyé à 31 ans en Angleterre pour faire prospérer les affaires de la famille. Il a vu la réalité en Angleterre, il est passé du côté du Independent Labour Party, et après la guerre, il est devenu un communiste. Il a été le premier député communiste anglais dans le Parlement. C'était un Indien. Il a été élu plusieurs fois dans un quartier ouvrier. Il est un organisateur excellent. Les mineurs de Wales ont demandé s'ils ne pouvaient pas être sur la liste de leur département. Donc la classe ouvrière anglaise était jaloux sur la constitution qui avait ce dirigeant ouvrier, et donc on voyait cet Indien. Donc il est devenu un des principaux idéologues et organisateurs et chefs du Parti communiste indien. C'est lui qui le premier a dénoncé le Labour Party et qui a changé la tactique du Parti communiste anglais pour dénoncer le Labour Party comme le troisième parti impérialiste en Angleterre. En plus, donc, il est arrivé seulement en Angleterre à 31 ans. Et donc, 10 années plus tard, il était chef du parti des ouvriers anglais. Bien sûr, il savait qu'il fallait aussi être solidaire avec la lutte chez lui en Inde. En 27, il a été envoyé, le Parti communiste indien a été créé en 21, il a été envoyé là-bas et il s'est engagé à organiser les ouvriers indiens. Il a dénoncé Gandhi et sa politique en 1927 et donc montré une voie révolutionnaire aux ouvriers indiens. Il est retourné, il a repris son travail à la tête du Parti communiste Angleterre.
En Belgique, il y a eu des communistes qui ont dû fuir la répression en Espagne, en Italie, en Pologne, qui étaient des communistes qui appartenaient au Parti communiste de ce pays-là et qui sont venus ici, qui travaillaient dans le Parti communiste belge. Et donc aujourd'hui, l'internationalisation de tous les aspects de la société est très poussée, sauf celui-là. Donc on peut dire que les communistes qui étaient en avance par rapport à la bourgeoisie sous l'aspect de l'internationalisme sont maintenant loin en arrière. Donc il ne faut pas oublier que les communistes étaient la première force politique qui avait une organisation mondiale. Il n'y avait pas d'organisation politique de la bourgeoisie en 1919 au niveau mondial. Et donc la Troisième Internationale était loin en avance dans le point de l'organisation sur ce que faisait la bourgeoisie internationale. Et la pratique des communistes était aussi en avance. C'est pour souligner combien nous avons reculé aujourd'hui. Donc combien de révolutionnaires qui sont venus de l'Amérique latine ou d'autres pays s'engagent comme cet Indien en 1920 le fait tout naturellement. Le point suivant que je vais aborder brièvement, c'est la dissolution de la Troisième Internationale en 1943. Donc j'ai d'abord parlé je suis en train de développer le point de la fondation et du développement. On a d'abord évoqué la création après la Première Guerre mondiale. On a donné 3 caractéristiques ou 3 expériences de l'unification du travail international. Et donc maintenant je veux dire 2 mots sur la dissolution en 1943. Pourquoi j'en parle brièvement? C'est parce qu'il y a des gens qui disent que la dissolution de l'internationale en 1943 par Staline était la première trahison de l'internationalisme, était la première manifestation du nationalisme soviétique. Comment on doit voir la dissolution en 1943? D'abord, on est en pleine guerre mondiale, et en fait, les liaisons entre les différents partis communistes qui luttent souvent dans la clandestinité contre les fascistes et Moscou sont pratiquement rompues. Il n'y a pas beaucoup de rapports qui rentrent, on n'a pas les moyens de convoquer des réunions. Et donc, dans les faits, l'internationale, comme elle existait avant, n'existe et ne peut plus exister matériellement. 2. En 1943, on est juste après la victoire de Stalingrad. L'armée rouge avance, les fascistes sont refoulés, ce qui provoque les plus grandes inquiétudes en Angleterre et aux États-Unis. Et donc déjà en 1943, il y a des approches des Américains vers les fascistes allemands. Et donc l'idée que si les hordes rouges déferlent sur l'Europe, ce sera encore pire que les fascistes, commence à être populaire dans les cercles américains. Au même moment, et vous pouvez voir ça quand vous lisez la propagande fasciste, par exemple, en Belgique, les fascistes ont maintenant le point central que l'Europe tout entière, berceau de liberté et de démocratie, est menacée par le bolchevisme. Et donc l'expansionnisme soviétique, l'expansionnisme bolchevique, la défense de l'indépendance de l'Europe deviennent leur thème principal. Et bien sûr, l'expansionnisme soviétique est devancé par la 5e colonne communiste, parce que les partis communistes dans tous les pays de l'Europe obéissent aveuglement aux instructions de Moscou, etc. Alors la perspective que les Américains et les Anglais changeraient de coalition et marcheraient avec les fascistes allemands contre l'Union soviétique n'était pas du tout une hypothèse farfelue. Et donc l'Union soviétique avait à juste titre à craindre que cela se passe, parce qu'après avoir encaissé les coups de l'armée fasciste, après avoir connu 23 millions de morts, ce n'était pas possible pour l'Union soviétique de tenir le coup contre une coalition fasciste allemande, américaine et anglaise. Et donc la dissolution était aussi pour liquider cet argument démagogique que les réactionnaires et aux États-Unis et en Angleterre utilisaient comme les fascistes l'utilisaient.
Donc ça, c'était les deux raisons pour lesquelles, en 1943, on a dissous l'international. D'abord, pour des raisons pratiques, elle n'existait plus, elle avait cessé d'exister vu la guerre, et deux, en vue de la situation de la guerre, de la lutte et de l'unité antifasciste. Mon quatrième point, c'est de mentionner comment l'Union soviétique et les autres partis communistes ont renoué avec l'internationalisme dans de nouvelles conditions après la guerre. Donc le monde était fondamentalement bouleversé, bien sûr. Et en 1947, s'est tenue la première réunion en Pologne du Cominform. Donc on a très vite après la guerre cherché de nouvelles formes pour coordonner les activités, échanger les points de vue des différents partis communistes. Donc 9 partis se sont réunis, l'Union soviétique, les Yougoslaves, les Bulgares, les Roumains, les Hongrois, les Tchèques, les Hongrois, et les Français et les Italiens. Ce qui est écrit dans la résolution, on mentionne que l'absence de liaison entre les partis communistes est grandement dommageable et nécessite qu'on trouve une nouvelle voie pour l'échange des expériences entre partis communistes et pour réaliser une coordination librement consentie de l'action des partis communistes. Donc, suite à la dissolution de l'international, l'absence de liaison, c'était un point négatif et assez grave pour le progrès de l'ensemble du mouvement. Il fallait trouver de nouvelles formes pour échanger les expériences et pour coordonner les activités sur une base librement consentie. Donc ce n'est plus le même rapport qui existait avec la première internationale de 1919. L'action la plus importante qui a été entreprise par le Cominform, et c'est vraiment le point clé, la charnière, c'est la dénonciation par le Cominform du titoïsme en 1948. Donc Tito dirigeait un des partis communistes les plus forts dans le monde. Les Yougoslaves ont eu 1 600 000 morts. Les Yougoslaves, les partisans ont, en comptant sur leurs propres forces, battu les fascistes allemands. Et donc le prestige du parti communiste yougoslave dans le mouvement communiste international était très grand. Seulement, pendant le combat antifasciste, de nombreux liens se sont noués entre la direction du parti, et surtout Tito, et les Anglais. Donc il y a eu beaucoup de missions de l'armée anglaise auprès des partisans yougoslaves. Les Yougoslaves ont reçu beaucoup d'aide des Anglais, par exemple, contrairement aux Grecs. Et donc il est évident maintenant que des liens très particuliers se sont créés entre plusieurs dirigeants du parti yougoslave et les services secrets anglais pendant la guerre. 2. Le parti communiste yougoslave qui a mené la lutte des partisans était un parti assez bizarre, dans ce sens que il comptait 12 000 membres au début de la guerre, dont 8 000 ont été tués. Et donc, vers 1947, il a 400 000 membres. Mais donc, ce sont 400 000 membres qui sont entrés dans le parti dans la guerre antifasciste, qui avant n'avaient aucune formation ou expérience communiste. Et donc, le caractère nationaliste du recrutement est déjà le produit de ce simple constat que le noyau communiste existant avant la guerre était presque exterminé. 3. Dans la guerre antifasciste, beaucoup de paysans riches sont entrés dans le parti. Et les Yougoslaves ont défendu ce point de vue-là. Ils ont dit que chez eux, les koulaks ont été antifascistes. Et donc les koulaks
pouvaient exister dans la société et des Kouleks pouvaient entrer dans le parti. C'est-à-dire, ces 400 000 nouveaux membres, ils étaient largement influencés par le nationalisme et ils étaient aussi largement influencés par des idées de paysans riches. Il faut aussi savoir que des éléments qui étaient liés aux Anglais ont commencé, dès que les premiers soviétiques sont arrivés en Yougoslavie, de créer un système d'espionnage et donc de surveillance de tous les soviétiques qui étaient en Yougoslavie. C'est-à-dire l'internationalisme prolétarien était bien coté en Yougoslavie. Donc le contrôle des soviétiques par la police secrète de Ranković a commencé dès 1945. Alors en 1948, le Cominform a publié une résolution pour critiquer à fond la ligne suivie par Tito. Et donc essentiellement les deux points que j'ai mentionnés. D'abord, le parti yougoslave ne menait pas la lutte des classes contre les éléments bourgeois, contre les paysans riches. Et deux, c'était un parti qui était miné de l'intérieur par le nationalisme et par des courants anti-soviétiques. Ces deux critiques étaient tout à fait pertinentes. Et c'est pour ça qu'elles recevaient un grand écho dans le Parti communiste yougoslave et même à sa tête. Au moment où la résolution était publiée, 2 membres du comité central étaient déjà arrêtés. Ils ont été fusillés quelques mois après. Des milliers de cadres, 5000 cadres de l'armée des partisans et des milliers de cadres du parti ont été fusillés. Il y a eu 200 000 membres du Parti communiste qui ont été exclus. Donc c'est une purge qui a éliminé la moitié des membres du parti, parce qu'ils soutenaient les conceptions qui étaient communes au mouvement communiste international. Et donc, encore 2 années plus tard, la Yougoslavie a officiellement et pratiquement prôné la voie de la construction du socialisme par le marché et par la coopération avec les États-Unis, qui ont commencé d'abord une coopération militaire et puis une coopération économique. Et les Américains, dès 1949, soutiennent le communisme national. Donc d'abord parce qu'ils n'avaient rien de communisme, de communiste, et 2, donc ils ont utilisé le nationalisme pour casser, diviser le mouvement communiste mondial. Et donc cette tactique a été élaborée en Yougoslavie et a ensuite été utilisée dans le monde entier. Et donc là, nous rejoignons la question de ce soir, la question de l'unité du mouvement communiste international et la façon dont cette unité a été cassée. Et donc, dès l'arrivée de Tito, on peut voir que cette unité a été cassée comme, entre autres, c'était une des tactiques conscientes et bien réfléchies de l'impérialisme dans son combat contre le socialisme. Parce qu'il savait bien qu'un petit pays pauvre, encore féodal comme la Yougoslavie, s'il devait rompre avec le socialisme mondial, dans un monde qui est dominé par le marché mondial capitaliste, il devait tomber dans leurs pattes. C'est ce qui s'est passé. Et alors on peut dire que le Cominform, en expulsant Tito et en dénonçant sa ligne, a sauvé ce qui était essentiel dans le mouvement communiste international, c'est-à-dire la fidélité aux principes marxistes-léninistes, l'entraide entre les communistes du monde entier et l'unité comme condition du survie et du développement du mouvement socialiste mondial. Et on peut dire que l'histoire a prouvé la justesse de cette décision. Et donc on peut dire que la lutte contre Tito a vraiment été un mouvement crucial dans l'histoire du mouvement communiste. Ça nous amène au point suivant. Donc j'ai d'abord parlé du développement, de l'origine et du développement du mouvement communiste international. Nous devons maintenant aborder le deuxième grand point, la division et l'éclatement.
par la division, je veux dire la rupture qu'il y a eu entre l'Union soviétique de Khrouchtchev et essentiellement le Parti communiste chinois et l'Albanais, et les autres partis marxistes-léninistes. Je veux enchaîner sur le point que je viens de mentionner en disant que la division et la trahison commencent très tôt après la mort de Staline. Parce qu'en 1954 déjà, Khrouchtchev réhabilite Tito. Et donc, en fait, le premier acte international politique idéologique de rupture avec le marxisme-léninisme, ce n'est même pas en 1956 avec le rapport contre Staline, parce que réhabiliter Tito en 1954, c'est déjà tout dire. Le reste, ce n'est qu'une explication. Et donc Tito est rentré dans le mouvement communiste international réellement comme le cheval de Troie de l'anticommunisme et de l'impérialisme. Et donc il a pu faire son travail subversif de division, d'attaquer tous les principes de l'intérieur. Et donc la conséquence logique, je l'ai dit, c'était en 1956 la dénonciation ouverte de Khrouchtchev de tous les principes du marxisme-léninisme. C'était la conséquence logique de l'acceptation du titisme, du titoïsme comme théorie soi-disant conforme à la doctrine marxiste. Une fois que Khrouchtchev a commencé à dénoncer les principes de base du marxisme-léninisme et d'attaquer Staline, il a fait des purges dans tous les pays, dans tous les partis de l'Europe de l'Est. Parce qu'il faut savoir que tous ces partis étaient faibles, étaient jeunes, et que les courants nationalistes et les courants opportunistes qu'on a vu se développer en Yougoslavie existaient partout. Et donc la première tâche que Tito et les siens ont reçue des Américains, c'était de maintenir et de reprendre et de renforcer ses liens avec ses amis communistes en Hongrie, où les opportunistes étaient aussi très forts, en Tchécoslovaquie et en Bulgarie. Et donc ce courant titoïste, ce courant opportuniste existait, il était vivant. Alors quand Khrouchtchev a éliminé la plupart des cadres expérimentés au nom de Staline, la force marxiste-léniniste dans tous ces pays a été énormément affaiblie, et c'est les titoïstes qui ont monté. Donc Rákóczi était le dirigeant du Parti communiste hongrois qui a été 15 ans dans les prisons des fascistes. Et donc Khrouchtchev l'a éliminé pour crime de stalinisme. Et après Rákóczi, c'est Nagy qui est arrivé au pouvoir, qui n'était rien de moins qu'un adepte de Tito. Et donc c'est ce qui a donné lieu à la contre-révolution nationaliste en Hongrie en 1956 déjà. C'était une révolte armée ouverte, soutenue par les Américains, sur la ligne de Tito. Alors en 60-62, le révisionnisme en Union soviétique se manifeste de plus en plus ouvertement. Donc au départ, en 1956 même, Khrouchtchev devait encore faire certaines prudences. En 1957, il a éliminé Khanovich, Molotov et les autres. En 1962, il y a le 22e congrès qui va encore plus loin dans le révisionnisme. Donc c'est fini la dictature du prolétariat, c'est fini le Parti communiste comme avant-garde du prolétariat, c'est devenu le parti du peuple tout entier. C'est fini la lutte contre l'impérialisme mondial, c'est la coopération entre l'Union soviétique et les États-Unis qui vont maintenant résoudre les problèmes du monde. Donc c'est la trahison sur toute la ligne. Et c'est à ce moment-là que le Parti communiste chinois publie ces documents qui sont connus comme la ligne générale du mouvement communiste international. C'est en 1964, c'est 9 lettres sur les grands points qui sont débattus dans le mouvement. C'est la grande polémique. Et donc dans cette polémique, le Parti communiste chinois défend les thèses marxistes-léninistes contre le révisionnisme.
concernant la dictature du prolétariat, concernant le rôle du parti, concernant la lutte de classe qui continue sous le socialisme, concernant la lutte anti-impérialiste, concernant l'internationalisme prolétarien, concernant Staline, etc. Mais ça, c'est assez connu, donc je ne vais pas insister là-dessus. Je veux insister sur un autre problème qui touche le sujet d'aujourd'hui et qui est moins souvent mentionné et qui pourtant est aussi important. Dans sa polémique, le Parti communiste chinois critique à fond le révisionnisme. Mais il maintient aussi l'unité du mouvement communiste international. Dans un de ses documents, le Parti communiste chinois dit « La cause des prolétaires a toujours eu un caractère international. Des communistes de tous les pays doivent s'unir dans une lutte commune pour le triomphe de leur cause. Sans solidarité et unité basée sur l'internationalisme prolétarien, aucun pays ne peut réaliser la victoire révolutionnaire ou la consolider. La seule voie correcte pour protéger et renforcer cette unité est de respecter les principes qui déterminent les relations fraternelles entre des partis communistes, c'est-à-dire unité basée sur le marxisme-léninisme et l'internationalisme prolétarien, aide mutuelle, assistance mutuelle, indépendance et égalité entre les partis, et unanimité de vues à travers des discussions. Donc le Parti communiste chinois, il accepte qu'il y a des divergences, qu'il y a même des courants révisionnistes. Il critique pour sa part les courants révisionnistes, mais il souligne que le maintien de l'unité du mouvement communiste international est une affaire cruciale, elle aussi. Dans un autre document, ils disent par exemple, ils s'adressent aux soviétiques, si vous ne corrigez pas vos erreurs révisionnistes, nous allons continuer à vous critiquer, sans hésitation et franchement. Et ceci dans l'intérêt du Parti communiste de l'Union soviétique, du peuple soviétique et de l'État soviétique. Et pour l'unité du mouvement communiste international et du camp socialiste. Et dans un autre débat avec un autre parti, ils disent, dans le mouvement communiste international, le Parti communiste chinois a même maintenu des contacts avec des révisionnistes. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas maintenir les contacts avec les marxistes-léninistes? Donc là, ils disent, on sait qu'il y a des révisionnistes, on sait qu'il y a des partis qui sont dirigés par des révisionnistes, on critique les erreurs ouvertement et franchement, dans l'intérêt de l'unité. Mais donc, en critiquant ces erreurs, nous, on maintient l'unité du mouvement. Et Mao, il disait à ce propos en 1957, le but et c'est assez important parce qu'on va voir que ces principes vont être liquidés complètement 5-6 ans après. Mais donc ce que dit Mao ici est assez clairvoyant. Il dit, le but, quand on lutte contre le révisionnisme, bien entendu, le but de la lutte est de maintenir les principes du marxisme-léninisme. Ça veut dire que nous devons être fermes sur les principes. Ça, c'est un aspect du problème. Mais l'autre aspect du problème, c'est qu'il faut arriver à l'unité. L'unité a pour but d'offrir une issue à l'autre, d'arriver à un compromis avec lui. Ceci s'appelle flexibilité. Unité entre principe et flexibilité est un principe marxiste-léniniste. C'était clair en 1957. Ça ne va plus l'être en 1968. Et comme ça, on arrive au deuxième point. Donc, le premier, j'ai traité de la division, la cassure dans le mouvement communiste international amenée par le révisionnisme de Khrouchtchev. Parce que, bon, il faut peut-être, pour être complet, dire que
contrairement au Parti communiste chinois qui voulait, malgré la divergence, malgré le révisionnisme, maintenir l'unité. Donc c'est Khrouchtchev qui a commencé à attaquer ouvertement et à exclure des partis. Et donc la rupture à l'intérieur du mouvement a été faite sur l'initiative de Khrouchtchev. Le deuxième point maintenant que je vais aborder, c'est après la division entre le courant marxiste-léniniste et le courant révisionniste, c'est l'éclatement du mouvement communiste marxiste-léniniste. Donc le camp contre le révisionnisme qui s'est formé dans la polémique contre Khrouchtchev et qui au niveau international était quand même assez important, a très vite éclaté et s'est effrité dans de nombreuses tendances. Et donc il faut analyser les causes et les erreurs qui ont été commises. Je pense que l'occupation ou l'intervention par les troupes du pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie ont marqué un point de rupture et que le Parti communiste chinois a changé pas mal de ses conceptions qu'il défendait auparavant, qu'il a commis des erreurs politiques qui ont été à la base, ou au moins ont été une des bases de l'éclatement et de la division continue du mouvement par après. Donc nous savons qu'il y a eu des affrontements militaires à la frontière entre la Chine et l'Union soviétique en 1968. Et donc c'est clair que Brejnev ne voulait pas avoir et écouter une voix marxiste-léniniste dans le camp communiste. Parce que la présence d'une voix authentiquement marxiste-léniniste dans un grand pays était une menace permanente pour sa position, était une critique permanente pour ce qu'il était en train de faire en Union soviétique. Et donc il a poussé à l'affrontement avec la Chine. Il y a beaucoup de preuves là-dessus. Et donc ça s'est résulté, entre autres, entre pas mal de morts à la frontière entre la Chine et l'Union soviétique. Et donc on peut comprendre que face à ces menaces, la Chine devait défendre son indépendance. Mais quand l'Union soviétique est entrée en Tchécoslovaquie en août 1968, probablement que les Chinois y ont vu un signe précurseur de ce qui les attendait, et ils ont, d'après moi, fait une analyse de ce qui s'est passé en Tchécoslovaquie qui était fondamentalement fausse. Donc nous avons notre parti, le Parti du Travail de Belgique, a soutenu l'analyse des Chinois depuis 1968 jusqu'à 1989. Et donc, quand on parle des erreurs commises par les Chinois à ce propos, nous parlons aussi de nos propres erreurs. Qu'est-ce qui s'est passé en fait en Tchécoslovaquie avec le printemps de Prague? La ligne politique qui était défendue par Dubček et par toute la direction du parti, elle ne se distingue en rien de la voix de Tito et de la voix de Nagy. Donc c'est le même courant opportuniste, niant la lutte de classe, nationaliste, voulant la réconciliation avec l'impérialisme, qui s'est déjà manifesté en Yougoslavie en 1948 et en Hongrie en 1956. Donc quand on étudie maintenant tout le développement en Tchécoslovaquie, il n'y a aucune discussion là-dessus. Ce qui a un peu changé, c'est que les impérialistes américains et allemands ont tiré les leçons de la contre-révolution en Hongrie. Et ils ont fait le bilan qu'ils sont allés trop vite, qu'ils ont brûlé les étapes. Et comme ça qu'ils ont donné la possibilité aux communistes de se reprendre. Et donc en Tchécoslovaquie, la CIA à travers Radio Free Europe donne des instructions jour par jour. Et donc ils doivent être très prudents et seulement avancer pas à pas et maintenir un masque communiste. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais donc le jeu
coordonnée entre les révisionnistes de Dubček et l'impérialisme allemand et américain sont tout à fait claires quand on voit le développement en 68. Et donc, si Dubček pouvait réaliser sa politique, il est évident que la contre-révolution de velours se serait passée non pas en 89, mais en 68. Alors, l'intervention des troupes du pacte de Varsovie et de l'Union soviétique, ils ont mis en échec cette contre-révolution pacifique en 68. Et donc, ce n'est pas en 68 que la Tchécoslovaquie est basculée complètement dans le camp de l'impérialisme et du capitalisme. Donc, ce désastre final, ils y ont mis un halt en 68. Mais arrêter cette contre-révolution n'a en rien changé l'orientation fondamentale ni du Parti communiste soviétique, ni du Parti communiste tchécoslovaque, qui avait déjà depuis longtemps liquidé les idées marxistes-léninistes et qui ne sont pas revenus sur ces principes. Et donc, aussi bien en Union soviétique qu'en Tchécoslovaquie, la dégénérescence idéologique a continué. Et donc, 20 années plus tard, elle a produit par la dégénérescence interne les mêmes résultats que la contre-révolution directement soutenue par les Américains aurait pu provoquer en 68. Et donc nous pensons que notre analyse, que l'entrée des troupes de l'Union soviétique en Tchécoslovaquie était le premier signe du social-impérialisme. Et que maintenant il était clair que l'Union soviétique n'était plus socialiste mais capitaliste d'État. Et que ce capitalisme d'État voulait avoir des colonies à exploiter. Et que ces premières colonies à exploiter, c'était les pays de l'Europe de l'Est. Et ce n'était pas seulement exploiter, mais c'était aussi dominer militairement. Et pour cette raison, l'intervention militaire. Et l'intervention militaire par les troupes soviétiques en Tchécoslovaquie en 68, c'est la même chose que l'intervention des troupes américaines en Corée en 50. Dixit, le Parti communiste chinois. Donc des choses quand même assez ahurissantes. Donc en Corée, on a une lutte de libération nationale, de lutte armée depuis 20 ans, d'abord contre l'occupation japonaise. Et donc au moment où la nation coréenne veut sa liberté, les Américains mettent un régime fantoche, se préparent à l'agression. Et alors quand le peuple coréen du Nord et du Sud veut se libérer, les Américains envoient leurs troupes. Et donc comparer l'intervention de l'Union soviétique en Tchécoslovaquie en 68 à la Corée, c'est tout à fait aberrant. Et donc on voit à quel degré on s'est écarté du marxisme-léninisme. Donc nous pensons que nous avons fait une erreur de soutenir la thèse du social-impérialisme, que nous avons aussi commis une erreur en ne pas reconnaissant le caractère contre-révolutionnaire de Dubček et de sa politique et les liens avec l'impérialisme allemand et américain. Et donc quand on revoit l'histoire comme elle s'est développée, donc nous aurions dû prendre position avant tout contre l'impérialisme et contre les ultra-révisionnistes en Tchécoslovaquie qui étaient liés à l'impérialisme. Et donc, nous aurons dû soutenir la mise en échec de cette contre-révolution imminente. Mais nous n'aurons pas dû soutenir ni le révisionnisme soviétique, ni sa politique d'ingérence, ni le politique révisionniste qui a continué à la tête du parti tchécoslovaque. La théorie du social-impérialisme a provoqué et a entraîné des erreurs encore plus graves dans l'ensemble du mouvement qui s'est réclamé de la pensée de Mao Tse-tung. Je vais
les résumer brièvement. Donc d'abord, dans beaucoup de mouvements qui s'appuyaient sur la pensée de Mao Tse-tung, la frontière entre la lutte anti-révisionniste et la lutte anticommuniste est devenue assez vague. Et donc on a repris beaucoup de critiques anticommunistes en disant que c'était la lutte contre le révisionnisme. Et donc vous connaissez tous les critiques qui ont été portées par toute la bourgeoisie et la petite bourgeoisie contre l'Union soviétique, contre Staline, contre sa politique. Et donc beaucoup de ces critiques maintenant ont été reprises au nom de lutte contre le révisionnisme. Les maoïstes en France, en 68, la cause du peuple et les autres, 3-4 années plus tard, la plupart de leurs cadres étaient passés du côté de la droite, sinon de l'extrême droite. Donc Libération en France est issue du mouvement maoïste. Et donc là, on voit clairement comment l'anticommunisme est entré dans un mouvement révolutionnaire sous le couvert de lutter contre le révisionnisme. 2. La théorie de l'Union soviétique est devenue une puissance social-impérialiste, a eu comme conséquence que la lutte était surtout contre le social-impérialisme, c'est-à-dire contre l'expansionnisme de l'Union soviétique. Mais la critique n'était plus essentiellement contre le révisionnisme. Donc nous et beaucoup d'autres partis, on peut étudier ça dans notre propre développement, l'intensité de la réflexion sur le révisionnisme est diminuée, parce que tout était concentré sur la lutte contre le social-impérialisme. Et 3, inévitablement, cela a amené presque tout le monde à faire des alliances avec les révisionnistes contre le social-impérialisme. Pardon ? Oui, avec les révisionnistes contre le social-impérialisme. Donc l'ennemi principal, c'était le social-impérialisme. Alors, quand il y avait un révisionniste qui disait qu'il était anti-soviétique, on le soutenait parce qu'il combattait l'ennemi principal. Alors, on revient sur Tito, et c'est pour souligner que c'est vraiment le nœud dans l'histoire. En 1975, Mao Tse-tung reçoit le premier ministre yougoslave. Et donc le rapprochement entre la Chine et la Yougoslavie se fait du vivant de Mao. Hua Kuofeng, il va en Yougoslavie en 1977, juste après la mort de Mao. Et donc la Yougoslavie est maintenant présentée comme le ferme défenseur de l'indépendance nationale. Donc on revient en fait sur les critiques tout à fait pertinentes de Staline contre la Yougoslavie. Le Parti communiste chinois va inviter Carillo, le chef des eurocommunistes, au nom de le front contre le social-impérialisme. Et donc on dénonce en Espagne les partis qui défendent toujours le social-impérialisme, c'est-à-dire ceux qui avaient encore quelques principes marxistes-léninistes, et on met comme avant-garde les pires révisionnistes. Donc il y a un lien, dans mon opinion, entre cette théorie du social-impérialisme ennemi principal et la réhabilitation des pires révisionnistes, par un parti qui était à l'avant-garde de la lutte anti-révisionniste en 1963. Et quatrièmement, on peut dire que la théorie du social-impérialisme a même conduit à des alliances avec des contre-révolutionnaires ouverts. En Pékin Information, on lisait que le coup d'État militaire en Turquie en 1980 a mis fin à l'existence de beaucoup de groupes terroristes. On sait que tous les marxistes-léninistes ont été en prison, tués, etc. Et donc, parce que tous ces groupes étaient considérés comme agents du social-impérialisme, et on soutient le coup d'État des militaires fascistes en 1980. On sait aussi que le Parti communiste chinois et nous, on a soutenu Solidarnosc, soi-disant comme mouvement qui voulait maintenir l'indépendance nationale de la Pologne contre la menace imminente d'une agression sociale impérialiste.
Pour ceux qui s'intéressent à ça, il y a un livre qui a été écrit par un Américain en collaboration avec presque tous les chefs de l'administration Reagan. Ce livre s'appelle Victory. Et donc c'est tous des interviews avec Reagan, avec son entourage, avec tous les grands militaires qui ont fait la politique dans les années 80. Et c'est extrêmement intéressant parce que maintenant il parle franchement. Il a interviewé longuement Casey, le chef de la CIA. Et donc Casey, sur des dizaines de pages, il explique comment en Pologne, la CIA n'avait presque personne. Ils étaient très peu implantés. Il est allé à Tel Aviv. Et il a fait un accord avec le Mossad. Le Mossad était très bien implanté. 2, il est allé au Vatican. Parce que le Vatican, vous vous en doutez, était très bien implanté. Et donc le Vatican a mis ses hommes au service de la CIA. Et donc il y a eu une coordination entre la CIA, ouvertement. Rencontre secrète au Vatican entre le chef de service du Vatican avec Casey. Mossad, le Vatican et la CIA. Et puis s'y ajoute à Bruxelles le CSC. Et s'y ajoute à Bruxelles et en Suède la social-démocratie. Et tout ça c'est détaillé dans le livre. Donc comment tous ces gens ont joué un rôle essentiel pour maintenir en vie et réorganiser Solidarnosc. Et donc il explique à un certain moment que le Solidarnosc était fini et que la CIA l'a repris en main et a assuré sa survie par des moyens techniques, par des moyens de communication sophistiqués, etc. Pour l'Afghanistan, c'est pire, parce que les deux grands sujets, c'est la Pologne et l'Afghanistan. Et l'Afghanistan, c'est le service secret américain, l'armée américaine avec le Saoudi arabien et avec les services secrets de Pakistan. Et avec quelques voyages en Chine. Donc ça, c'était l'alliance pratiquement ouverte avec la contre-révolution. Alors, moi je pense que le résultat de ces erreurs politiques graves qui se sont commises dans le mouvement marxiste-léniniste ont été que le courant marxiste-léniniste s'est éparpillé, s'est divisé à l'infini. Et donc, au lieu d'avoir une critique de principe du révisionnisme et le maintien de l'unité, comme les Chinois ont correctement fait en 1964, ils ont en fait laissé tomber d'abord la question de l'unité et ensuite la question de l'anti-révisionnisme. Et donc nous avons eu des scissions déjà au moment de l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie. Des gens qui ont soutenu Mao Tse-tung et le Parti communiste chinois ont décroché à ce moment-là. C'est entre autres le cas avec Grippa et le courant que lui représentait. Ensuite, il y a eu des organisations qui ont commencé à se diviser parce que certaines affirmaient que la pensée de Mao Tse-tung est la troisième phase du développement du marxisme-léninisme, phase supérieure à la précédente. Et donc, vous pouvez reconnaître ou ne pas reconnaître que la pensée de Mao Tse-tung est un stade supérieur. On s'est divisé là-dessus. Il y a eu des scissions sur ce point-là. Ensuite, après la mort de Mao Tse-tung, la bande des quatre, comme on dit, a été arrêtée. Il y a des partis qui se sont divisés encore, pour ou contre la bande des quatre. Puis l'Albanie et la Chine se sont ouvertement affrontés. Et plusieurs partis se sont encore divisés. Ensuite, la Chine a développé la théorie des trois mondes. Il y a encore des partis qui se sont divisés. Et donc, c'est une division à l'infini. Et donc, on doit dire qu'il y a le révisionnisme qui a détruit le mouvement communiste de l'intérieur, mais il y a aussi l'esprit petit bourgeois, le scissionnisme, le fractionnisme, l'habitude de se diviser pour n'importe quelle contradiction. Et alors ça nous amène au dernier point, la situation actuelle du mouvement communiste international. Donc il faut dire que la situation a fondamentalement changé depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Parce que l'effondrement de l'Union soviétique et la restauration ouverte d'un capitalisme sauvage, primitif de la mafia, la guerre civile, etc., a fait réfléchir tout le monde, y compris des communistes qui ont suivi l'Union soviétique jusqu'à la fin, y compris des gens qui ont pris des positions révisionnistes, qui ont soutenu Khrouchtchev en 1956.
Mais donc l'aboutissement de ce processus, qui est maintenant indéniable, fait réfléchir tout le monde sur l'origine de ce qu'on voit aujourd'hui. Et alors l'idée que le révisionnisme en Union soviétique s'est introduit avec Khrouchtchev, s'est développé sous Brejnev pour aboutir à Gorbatchev, et donc on a là un approfondissement continu de la même ligne révisionniste, gagne du terrain. L'idée que le révisionnisme a eu besoin de 35 ans de subversion pour détruire ce que le parti bolchevique sous Staline a construit en 35 ans. Cette idée-là aussi gagne du terrain. L'idée que le révisionnisme, ce n'est pas seulement des idées. Khrouchtchev, il avait ses idées, peut-être. L'idée que le révisionnisme comme conception cohérente, Tito d'abord, Khrouchtchev ensuite, c'est réellement le reflet de la bourgeoisie, de la politique et de l'idéologie de la bourgeoisie dans le mouvement communiste même. Donc c'est l'ennemi de classe dans le domaine idéologique qui entre dans le parti. Et quatrièmement, l'idée que l'antistalinisme a été dans l'histoire de l'Union soviétique l'application concrète, l'expression concrète de l'anticommunisme. Et donc beaucoup de gens qui ont marché avec Khrouchtchev dans la critique des erreurs de Staline, et après 35 ans de critique des erreurs de Staline, on est abouti au capitalisme sauvage. Donc c'est un premier point qui maintenant quand même a connu une extension, une acceptation beaucoup plus large que ce qui était possible avant les fondements de l'Union soviétique. 2, l'idée aussi gagne le terrain que la division et l'éclatement qu'on a vu se passer dans le mouvement marxiste-léniniste a affaibli tout le monde. Et que prendre prétexte de toute divergence importante pour s'en aller, pour rompre, n'est pas une attitude communiste, mais est une attitude de la petite bourgeoisie, dont les caractéristiques sont justement division, éparpillement et individualisme. Donc quand on voit ça concrètement, quel a été le résultat et la répercussion sur chaque parti de cette division à l'infini? Et donc pourquoi est-ce qu'on peut dire que tout le monde a été affaibli? Donc c'est évident qu'il y a eu beaucoup moins de débats contradictoires dans le mouvement. Donc dès qu'il y avait une grande contradiction, on se séparait et on restait entre amis qui répétaient les mêmes paternosters. Et donc c'était plus facile pour que des points de vue unilatéraux et exagérés soient acceptés et qu'on s'excite de plus en plus et que ces aspects unilatéraux et exagérés deviennent vraiment dominants dans les organisations. Donc par exemple, nous avons suivi le Parti communiste chinois. Et donc on doit dire tout d'abord que c'est grâce aux enseignements de Mao Tse-tung et du Parti communiste chinois que nous sommes devenus des marxistes-lénistes. Et donc l'apport de Mao et du parti a été déterminant pour que le mouvement marxiste-léniniste dans le monde vive après Khrouchtchev. Mais néanmoins, une fois que tous les éclatements ont commencé, donc nous on suivait on étudiait la ligne des Chinois, mais si on avait quand même étudié certains documents des Soviétiques et des Tchèques et des Albanais, on aurait plus vite découvert que dans la démarche des Chinois, il y avait des erreurs et des lacunes. Donc on aurait été plus vigilants. Et donc de cette façon-là, je pense que nous tous, on a été affaiblis en rompant avec les gens avec lesquels on a des divergences, même très graves, sur tel ou tel point. Et ça m'amène au troisième point. Il est évident que toutes les tendances du mouvement communiste depuis 25 ans doivent étudier de façon critique leur propre développement. Il n'y a personne, mais vraiment personne, qui a eu raison sur toutes les questions. Donc pour tous, il y a à réfléchir où est-ce qu'on a fait une erreur et pourquoi.
Et la simple observation de ce qui se passe dans le monde maintenant nous oblige de reconnaître qu'il y avait d'authentiques marxistes-lénistes parmi ceux qu'on considérait comme les pires traîtres. Donc on sait comment on a fulminé contre les traîtres révisionnistes khrouchtcheviens. Et donc il fallait critiquer la ligne et le point de vue du révisionnisme de Khrouchtchev. Mais il y a quand même un aspect de la réalité en Union soviétique qu'on n'a pas vu. Parce que maintenant, on a le parti de Nina Andreeva, on a le parti de Ampilov. D'où est-ce qu'ils viennent? Donc, ils viennent de ce parti-là. Et donc, apparemment, au sein du Parti communiste de l'Union soviétique, aussi pourri qu'il était à la tête, il y avait toujours des gens qui aspiraient au moins au marxisme-léninisme. Et que maintenant, on voit apparaître. Donc le courant chinois, il a donné jour à des partis qui sont vraiment à l'avant-garde dans la lutte du tiers-monde. On a le Parti communiste des Philippines, on a le Parti communiste du Pérou, dont personne ne peut méconnaître le sérieux, l'impact, l'esprit révolutionnaire, l'expérience. Mais on a aussi des partis qui étaient dans le courant pro-albanais, comme on dit, et qui ont fait un travail révolutionnaire excellent. En Turquie, on a le Parti communiste révolutionnaire de Turquie, TDKP, qui est un des partis les mieux organisés et les plus solides en Turquie. Au Bénin, on a les camarades du Parti communiste du Bénin qui sortent du courant pro-albanais. Donc on est obligé de reconnaître qu'il y a eu des divergences extrêmement graves entre courants pro-soviétiques, pro-chinois, pro-albanais et les autres. Mais maintenant, quand on voit le monde, on voit qu'on a des amis qui sortent de tous ces courants. Et donc apparemment, tous ont fait des erreurs dans leur analyse du développement du mouvement communiste international. Et on a à faire un examen de ces erreurs. Aussi bien le courant pro-chinois que le courant pro-soviétique que le courant pro-albanais. Quatrième point, c'est que la réalité objective de la situation mondiale oblige et pousse ceux qui sont honnêtes parmi les communistes à chercher l'unité. Et donc on peut parfois se poser sérieusement la question si ceux qui s'acharnent encore aujourd'hui à maintenir et même approfondir les divisions, pour qui ils travaillent. Donc vous pouvez aller maintenant dans n'importe quel pays du monde, on voit la misère sans issue, on voit la dictature ouverte du capital, et vous voyez des forces parfois faibles, des communistes qui sont là sur le terrain, mais qui ne connaissent personne, qui n'ont des rapports avec personne, qui ne peuvent rien lire, qui ne peuvent rien apprendre. Et donc voir cette situation un peu dans le monde entier, ça impose l'idée que la situation contre-révolutionnaire, de terreur pratiquement ouverte, d'exploitation poussée à fond que nous vivons maintenant, pousse tout communiste honnête à dire qu'il a besoin de se rencontrer avec d'autres communistes, d'apprendre de leur expérience, d'apprendre de leurs analyses. Mais si, dans la situation contre-révolutionnaire que nous connaissons, si les communistes, aussi bons qu'ils soient, restent isolés et n'arrivent pas à nouer des rapports avec les communistes du monde entier, il sera impossible pour chacun de résister et de lutter. Donc ce n'est qu'en mettant ensemble les expériences, les analyses, en menant des luttes ensemble, en se soutenant mutuellement, que le mouvement communiste peut devenir une force réelle, c'est-à-dire une force sur la scène internationale qui peut affronter l'ennemi avec toute la violence dont il dispose aujourd'hui. Et alors, ce sont ces 4 réflexions qui nous amènent aux propositions pour l'unité du mouvement marxiste-léniniste qui ont été formulées dans les séminaires qui ont été organisés ici à Bruxelles depuis 4 ans. Donc pendant 4 ans, il y a eu entre 40 et 55 partis qui se sont réunis et qui ont discuté, qui ont abordé le thème de l'unité du mouvement communiste international. Donc on a pu voir combien cette discussion était difficile.
Mais donc, après 4 ans, quand même, on a réussi à faire un texte que la plupart des présents jugent acceptable. Et donc, c'est là-dessus que je veux dire et préciser quelques points. Donc, le texte qui a été adopté s'appelle « Proposition pour l'unification du mouvement marxiste-léniniste ». Donc, ce n'est pas tellement pour l'unité du mouvement marxiste-léniniste, parce que l'unité, et surtout l'unité idéologique et politique, à l'heure actuelle n'est pas réalisable. Ce sont des propositions pour commencer, dans un bon ordre, disons, un processus d'unification. Donc, on sait qu'il est impossible à l'heure actuelle de créer une organisation internationale et d'adopter un programme. Les divergences sont trop grandes. Et donc, il faut d'abord pouvoir se réunir pour créer les préalables pour rendre une organisation politique et un programme commun possible. Ça, c'est la première idée. Donc, que c'est impossible dans la division et la confusion aujourd'hui de faire une organisation, un programme, qu'il faut d'abord créer les préalables pour y arriver. Et donc, à quoi on a abouti, c'est de dresser un cadre minimal commun. Donc, un cadre dans lequel tout le monde accepte de travailler et de débattre et de discuter les divergences et les divergences graves qui existent. Donc la formule n'est pas « il faut d'abord résoudre les grandes questions qui nous divisent », parce que si vous dites « il faut d'abord résoudre les grandes questions qui nous divisent », vous commencez à 5, à 50, et après 2 ans, vous êtes divisé en au moins 16 fractions différentes. Ça, on peut vous garantir. Donc on ne peut pas faire une unité sur base de la solution aux grands problèmes. Mais on peut accepter un cadre minimal à l'intérieur duquel on accepte de discuter et d'échanger des points de vue et de s'écouter. Et donc d'aborder sérieusement, par des débats francs, les questions politiques et commencer des formes de coopération et d'entraide. Et donc c'est pour cette raison que la forme actuelle la plus appropriée est probablement la tenue de séminaires où on donne son point de vue, où il y a des points de vue très différents qu'on peut écouter et où tout le monde fait avec ce qu'il a écouté ce qu'il veut. Et donc c'est l'échange qui va le plus stimuler le rapprochement graduel entre les parties. Alors, qu'est-ce que le texte contient? C'est le troisième point comme idée clé. D'abord que pour unir le mouvement marxiste-léniniste international, ou le mouvement communiste international, il faut s'appuyer sur le marxisme-léninisme et l'internationalisme prolétarien. Ça veut dire qu'il faut combattre le révisionnisme depuis Khrouchtchev, Brejnev à Gorbatchev. Et 3, qu'il faut reconnaître les mérites historiques du parti bolchevique sous Staline. Et finalement, qu'il faut défendre l'unité du mouvement communiste international et combattre le scissionnisme. Donc, ce sont, en résumé, les grandes idées qui peuvent permettre que des gens qui étaient pro-albanais, ou qui étaient pro-chinois, ou qui étaient pro-soviétiques se retrouvent. La défense du marxisme-léninisme et de l'internationalisme prolétarien, la critique du révisionnisme depuis Khrouchtchev, la reconnaissance des mérites de Staline, et défendre l'unité du mouvement communiste international. Ce que ça implique, et c'est le point qui est le plus difficile et qui est presque toujours au centre des débats, c'est qu'on doit accepter d'être dans la même salle avec quelqu'un qui défend des points de vue révisionnistes les plus pourris sur telle ou telle question. Donc, pour certains, il y en a qui s'excitent dès qu'ils entendent le nom de Deng Xiaoping. Parce que Deng Xiaoping, c'est le représentant du régime terroriste fasciste chinois. Il
y a d'autres qui s'excitent quand ils entendent parler de l'intervention des troupes soviétiques en Tchécoslovaquie en 1968. Donc ça leur fait toujours quelque chose. Et donc c'est assez facile de dire mais comment est-ce possible de se mettre à côté avec ce parti qui a défendu le social-impérialisme, et donc et on énumère tous les crimes. Donc le plus facile c'est de recommencer à se diviser sur tous ces points. Donc le point clé, c'est d'accepter qu'il y a des points qui sont très importants dans l'histoire, où les contradictions sont tout à fait fondamentales, mais qu'on accepte de vivre avec ces contradictions. Et donc on accepte d'écouter le point de vue du Tchèque qui explique sa façon de voir l'intervention des troupes soviétiques en 1968. Et que même tu peux le réfuter. Donc, ce que nous pensons, après de multiples discussions avec des gens un peu du monde entier, c'est qu'il n'y a pas d'autre voie pour progresser vers l'unification politique et idéologique que celle-ci. Parce que dès qu'on commence à être plus strict, ça ne finit pas. Ça commence avec Deng Xiaoping et ça finit avec la Tchécoslovaquie, et tout ce qu'on a entre ceux-là, c'est Enver Hoxha, et Enver Hoxha, il est devenu traître je ne sais pas quand, mais donc vous pouvez vous diviser à l'infini, et c'est ce qu'on a fait. Et donc, la seule alternative pour cette approche, c'est de recommencer à dire non, mais la théorie du tiers-monde était une théorie contre-révolutionnaire, il faut la dénoncer, et donc vous êtes parti. Et donc, ça, c'est le dernier point que je veux aborder. J'ai donné nos raisons pour défendre la proposition pour l'unification. Mais donc, il y a des alternatives, et il y a des gens qui s'y prennent autrement. Et donc, je veux dire quelques mots sur les trois internationales qui existent, ou trois des internationales qui existent à l'heure actuelle, et donc qui disent qu'ils vont unifier le mouvement communiste international sur une autre base que ce que j'ai exposé. Donc, je vais parler du RIM, du MLPD et de la conférence de Quito. Le RIM, c'est le Revolutionary International Movement, le mouvement international révolutionnaire. 2, c'est la conférence internationale des partis et organisations marxistes-lénistes, mais je résume en disant MLPD. Et le résumé est un peu bref, je vais expliquer. Et 3, il y a la conférence des partis communistes de Quito, en Équateur en 1994. Commençons par le RIM, qui est le plus ancien, qui est né, si je ne me trompe pas, en 1984. D'abord, quels sont les points? Donc, le RIM dit qu'il est le mouvement révolutionnaire international, et donc son intention, c'est d'unifier le mouvement communiste sur une base authentiquement révolutionnaire. Et donc, je vais dire quels sont les points marquants de leur processus d'unification. Donc, d'après eux, il faut séparer les révisionnistes des marxistes-lénistes, notamment sur les points suivants. 1. Il faut reconnaître que la pensée de Mao Tse-tung est la troisième phase du marxisme-léninisme, un nouveau stade supérieur. Et donc, ceux qui ne le reconnaissent pas sont révisionnistes. 2. Il faut soutenir la ligne révolutionnaire de Chiang Ching et de Chiang Chuen-Chiao. Ce sont les deux plus grandes têtes de la bande des quatre. Donc ceux qui ont été renversés juste après la mort de Mao Tse-tung en Chine. Donc la fraction de gauche, comme on disait, dans le Parti communiste chinois. Et 3, il faut reconnaître qu'il y a maintenant un régime terroriste en Chine. Donc ce que nous, on dit, si vous voulez amener ça comme plateforme et vous voulez unifier le mouvement marxiste-léniniste là-dessus, vous n'allez unir rien du tout. Donc c'est institutionnaliser et continuer la division. Parce que si vous pouvez vous diviser sur tout ça, vous pouvez encore vous diviser sur autre chose.
Alors, quelle est maintenant la réalité du RIM? Donc, en fait, le RIM, c'est deux partis. Donc, le parti qui tient l'organisation, c'est le Parti communiste révolutionnaire des États-Unis, the Revolutionary Communist Party of the United States, de Bob Avakian. Donc, c'est eux qui sont le RIM au niveau international. Mais le deuxième parti, c'est le plus important, c'est le Parti communiste du Pérou, c'est Sendero Luminoso. Mais donc, le Parti communiste du Pérou, il a affaire à la maison, chez lui. Donc, il se promène très peu sur la scène internationale. Et avec les Américains, c'est un peu l'inverse. Mais donc, le Parti communiste du Pérou a ses positions, ce qui est son bon droit, que la pensée de Mao Tse-tung est le plus stade, le supérieur, et que la bande des quatre était les vrais marxistes-lénistes, c'est son bon droit. Et donc, sur cette base, ils se sont unis avec le Parti communiste révolutionnaire des États-Unis, et ils ont fait le RIM. À part ça, il y a encore quelques partis, je pense 2 ou 3, qui ont une certaine importance. Il y a le Parti communiste de Turquie marxiste-léniniste. Puis, il y a quelques petits groupes de 5, 6, parfois 10 personnes en Colombie et ailleurs. Donc ça, c'est la réalité. Mais donc, nous disons deux choses. Un, si vous acceptez une plateforme pareille, vous divisez le mouvement à l'infini. Mais deux, vous ne pouvez pas, à l'intérieur de votre plateforme, avoir une unité réelle. Parce que qu'est-ce qui se passe en réalité? Donc il y a les Américains qui tiennent le coup, qui tiennent l'affaire, assistés par 2, 3 autres, et le reste c'est des figurants. Et les autres sont là parce qu'ils ont le prestige du Parti communiste péruvien. Et la preuve a été donnée, je vais raconter ça parce que ça a quand même un certain intérêt. La preuve en a été donnée quand Guzman a été arrêté. Donc le président du Parti communiste de Pérou, Gonzalo, a été arrêté, si je ne me trompe pas, en 92, en septembre. Donc on sait comment il a été traité, qu'on l'a mis dans un puits 4 mètres sous terre, dans des conditions tout à fait scandaleuses, et sur lequel Amnesty International n'a jamais dit un mot, mais maintenant ils vont se mobiliser pendant 8 mois contre la Chine. Hein. Mais donc il a été arrêté, on ne sait pas s'il est encore en vie, mais on sait qu'après 1 année d'arrestation, Fujimori, hein, il a annoncé que Guzman a écrit une lettre pour dire aux partis qu'ils doivent désarmer, que la lutte armée est finie, que la révolution est finie. On a mis à la télévision sa tête et on a écouté une voix. Et donc, le président Gonzalo a dit qu'il y a maintenant une nouvelle phase dans la lutte, que les conditions internationales et nationales ne permettent plus de continuer la lutte armée et que dans cette nouvelle phase, il faut d'autres tactiques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? 4 jours après cette déclaration à la télévision, le comité central du Parti communiste péruvien a dénoncé l'affaire comme un truc fabriqué de toutes pièces par la police secrète. Ils ont dit que c'est la police secrète péruvienne, aidée par la CIA, qui a manigancé cela. Et donc, ils ont fait une dénonciation tout à fait claire, tout à fait ferme après 4 jours. Ils sont revenus là-dessus quelques mois plus tard. Or, qu'est-ce qu'a fait le RIM, le mouvement révolutionnaire international? Pendant 1 an et demi, ils ont dit que dans le Parti communiste du Pérou, il y a une importante lutte entre les deux lignes. Parce que le manœuvre de la CIA et de la police a bien sûr mordu sur les capitulars. Et donc, il y a dans les prisons surtout des gens qui ont capitulé. Il y a un type qui est en prison depuis 1988, donc il n'a plus participé à la lutte du tout.
et que la police présente comme le nouveau chef du comité central du parti qui aurait été élu dans la prison. Et donc dans la prison, ils ont organisé des traîtres. Ils leur ont donné la possibilité de parler, de s'exprimer, etc. Et donc comme ça, il y a une fraction qui suit les complots de la police. Et donc le RIM a dit qu'il y a une lutte importante entre les deux lignes. Donc, et ils ont dit ça, ils ont maintenu ça aussi longtemps que le complot de la CIA prenait. Et donc le parti, le comité central a dénoncé, il y a eu des traîtres, et il y a eu surtout des traîtres à l'étranger. Parce que beaucoup de gens qui sont en France, en Suède, et qui vivent bien, ça on voit dans tous les mouvements du tiers-monde, ceux qui viennent ici sont très sous pression idéologique. Et donc on a eu tout un courant en France, en Suède et dans d'autres pays pour dire oui, c'est vrai. Et donc contre cette offensive pour liquider le mouvement révolutionnaire, le comité central a lutté et a tenu ferme. Et après 1 année et demie, c'est fini. Parce qu'il n'y a plus personne qui parle des lettres de Guzman. Donc la police a utilisé ça, mais maintenant ça a eu son effet et ça n'aura pas plus d'effet, donc on jette. Et alors, maintenant que c'est fini, que plus personne ne croit dans cette histoire, le RIM fait maintenant une analyse, disant que l'autre ligne est une ligne de trahison. Et donc il y a un camarade qui connaît bien ce pays et que vous connaissez aussi, donc qui dit que quand on voit des histoires pareilles, on se demande réellement si ces gens-là ne travaillent pas pour les Américains. Parce que ce complot fait par les Américains trouve aussi son écho dans les gens qui travaillent pour la même maison. Et alors étrangement, dans le journal du RIM, qui a refusé de publier la déclaration du Parti communiste péruvien, donc c'est le plus grand parti de leur mouvement, mais ils ont refusé de publier les déclarations où ils dénoncent le complot. Mais 1 année et demie plus tard, ils disent que la ligne était fausse, contre-révolutionnaire et qu'il faut soutenir le parti. Et alors ils disent que le comité international est le centre politique embryonnaire du RIM, et il va assister le comité central du Parti communiste du Pérou in carrying out this two-line struggle. Donc pendant que le feu était là, ils ont dit c'est une lutte entre les deux lignes, et quand c'était tout à fait fini, ils disent qu'ils vont venir assister à mener la lutte entre les deux. C'est assez bizarre. Mais alors, ce qui explique tout, c'est ceci. Ensuite, ils disent, since its formation in 1984, the development of the revolutionary internationalist movement has been inextricably linked with the Communist Party of Peru. Donc, depuis sa fondation en 1984, le développement du RIM a été lié indissolublement avec le Parti communiste du Pérou. Vous avez compris que ça veut dire que nous avons besoin du prestige du Parti communiste du Pérou pour faire quoi que ce soit. Et donc, il n'a pas été liquidé dans l'année et demie qui est derrière. Et donc, on va l'utiliser à nouveau comme drapeau de notre mouvement. Mais comme démarche, c'est assez bizarre, non? Ça, c'est pour l'unification du mouvement communiste international dans le RIM. Donc, je veux dire aussi ceci. Donc, nous pouvons avoir des divergences avec des partis qui sont dans le RIM, mais ça ne nous gêne pas. Donc, ces divergences, ce sont des divergences comme avec tous les autres. Donc, le point que nous pensons qui est faux, c'est qu'on doit prendre ces points-là et en faire un objet, une base pour diviser. Et combien c'est d'ailleurs faux? Donc, le RIM, il a environ 12 partis. Mais de ces 12 partis, au moins 3 ou 4 ont soutenu les lettres de Gonzalo. Donc ils ont été avec les opportunistes. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'à l'intérieur d'un tel regroupement, il ne peut pas y avoir d'unité solide. Nous ne sommes pas dans le RIM.
Mais donc, nous n'avons jamais soutenu la ligne contre-révolutionnaire qui a été sortie par Fujimori et la CIA. Donc, dans le soutien entre les partis communistes ne peut pas se faire sur base de formation de petits groupes. Ça doit se faire sur base d'une explication entre tous les communistes. Et le Parti communiste péruvien, il a eu plus de soutien des partis en dehors de son rime qu'à l'intérieur. Deuxième exemple de conférence qui existe maintenant, je vais passer brièvement sur les deux autres, c'est la Conférence internationale des partis et organisations marxistes-léninistes. À nouveau, c'est un regroupement qui est essentiellement tenu par deux partis. Et où, juste comme dans la première, les deux partis jouent un rôle tout à fait différent. Je vais d'abord donner la base sur laquelle cette conférence veut unir les marxistes-léninistes du monde entier. Et puis je vais parler sur les deux partis qui le tiennent. La base pour unir le mouvement marxiste-léniniste, c'est la base du marxisme-léninisme et de la pensée de Mao Tse-tung. Donc ce point est le même que le rime. Et donc il y a le social-impérialisme, la dictature de la grande bourgeoisie depuis 1956, etc. Alors, ce qui est le plus intéressant dans ce regroupement, donc, il affirme dans certains documents qu'il veut unir ceux qui sont pour le marxisme, le léninisme et la pensée de Mao Tse-tung. Mais donc, qu'il y a quelque chose de fondamental qui ne marche pas, c'est déjà au départ. Parce qu'accepter que vous avez honnêtement le but d'unir tous les gens qui sont pour la pensée de Mao Tse-tung. Alors, on peut supposer que vous commencez à faire un débat pour voir comment vous pouvez unir ces gens. Donc, il n'y a jamais eu un tel débat. Mais le parti qui tient cette organisation internationale, il a trouvé que dans le mouvement communiste international, maintenant, il y a deux grands dangers. Et donc, la pensée de Mao Tse-tung est menacée de deux côtés. D'abord par le PTB et ensuite par Sendero Luminoso. Donc, dans leurs documents, ils disent que le PTB veut réunir tous les néo-révisionnistes de ce monde. Et deux, ils disent que le Parti communiste du Pérou est un parti d'aventuriers petits bourgeois, désillusionnés qui manquent de perspective. C'est traduit de l'allemand, hein, donc c'est un peu compliqué. Donc, aventuriers petits bourgeois désillusionnés qui manquent de perspective. Donc, c'est quand même assez bizarre. On a des gens qui disent qu'ils veulent unifier le mouvement communiste international. D'abord, ils commencent par dire ceux qui ne soutiennent pas Mao Tse-tung, on met de côté. Puis, entre ceux qui sont pour Mao Tse-tung, on divise encore en trois. Et alors, ce que je veux dire, juste comme pour le RIM, il n'y a pas d'unité du tout au sein du club autour du MLPD. Et donc, une fois qu'on est en dehors de toute logique, il y a des choses bizarres qui se passent. Donc, ils disent que nous sommes des néo-révisionnistes. Nous, on veut bien, on n'a aucun problème avec ça. Mais donc, par hasard, nous connaissons très bien la plupart des partis qui assistent à cette conférence d'avant-garde. Et donc, nous savons, et ça ne se discute pas, que parmi ces partis, il y en a qui sont quand même encore plus révisionnistes que nous. Donc, nous n'avons aucun problème qu'on nous exclue pour le néo-révisionnisme. Mais alors, à l'intérieur de chez eux, un tel et un tel et un tel, qu'est-ce qu'il fait là? Parce que dans tous les débats qu'on a eus depuis 20 ans, toujours ces gens ont été plus à droite que nous. Et alors,
comment on fait la politique? Nous, on a eu la gentillesse, il y a, je ne sais pas, 20 ans, d'introduire le MLPD auprès des gens de Patria Roja. C'est une organisation péruvienne qui était anti-Sendero à fond. Le MLPD est allé au Pérou, ils ont trouvé que Sendero sont des... Qu'est-ce que j'ai dit? Aventuriers petits bourgeois désillusionnés manquant de perspective, et que l'avant-garde, c'est Patria Roja. Ils ont fait un livre là-dessus. Et donc maintenant, ils ont fait entrer dans leur conférence Patria Roja, qui ont soutenu Fujimori, qui ont fait les élections avec Fujimori, qui l'ont soutenu au Parlement, etc. Hein? Et donc l'avant-garde marxiste-léniniste maoïste unie là, contre Sendero, contre nous, mais avec ceux qui ont soutenu Fujimori. Donc avouez que ça tient très peu. Alors, je voulais dire que cette organisation aussi, elle tourne autour de deux partis. Donc ceux qui font le travail réel, comme les Américains le font dans la première internationale, c'est le MLPD. Mais le MLPD n'arriverait nulle part s'il n'avait pas un parti prestigieux, et c'est dans ce cas le Parti communiste des Philippines, qui est dans la même conférence, avec d'autres positions, mais vu qu'il est là, son prestige peut être utilisé par le MLPD pour avancer sa ligne. Mais donc ça amène bien sûr à des situations qui sont tout à fait incohérentes, parce qu'une fois qu'on n'a pas une formulation de principe de son unification, on voit du tout. Donc le MLPD maintient toujours que c'est une unification des marxistes-lénistes et ceux qui sont pour la pensée de Mao Tse-tung. Mais quand les partis des Philippines parlent, ils disent non, ce n'est pas nécessaire. Il ne faut pas être nécessairement pour Mao Tse-tung. Donc il peut aussi y avoir des gens qui étaient pour Enver Hoxha. Donc déjà au départ, on ne sait pas sur quelle base on s'est unis. Et deux, c'est clair que le Parti communiste des Philippines, il soutient à fond Sendero Luminoso. Les aventuriers petits bourgeois désillusionnés, manquant de perspective. Donc, c'est-à-dire qu'en faisant la division, vous ne pouvez pas avoir une unité sur quelque base que ce soit à l'intérieur de ce groupement. C'était le deuxième exemple. Et alors, le troisième, je peux être plus court. Il y a eu une conférence en 1994 à Quito, en Équateur, de partis qui sont essentiellement venus, ou je pense tous, du courant pro-albanais. Il y a là le Parti communiste marxiste-léniniste d'Équateur, le Parti communiste marxiste-léniniste de Colombie, un des plus importants, c'est le Parti communiste révolutionnaire de Turquie, dont j'ai parlé. Au départ, il y avait le Parti communiste du Bénin, il y avait le Parti communiste de Haute-Volta, et il y a le Parti communiste des ouvriers de France, la Forge. Donc je crois que tous ces partis, je ne pense pas me tromper, viennent du courant pro-albanais et qu'ils ont tous une tradition de lutte contre le maoïsme en commun. Ils ont adopté une déclaration c'est la déclaration de Quito en 1994, proclamation communiste aux travailleurs et au peuple du monde. Nous n'avons aucun problème avec ça. Donc c'est un texte que je pense pratiquement tout le monde peut signer. Alors la seule justification ou la seule raison d'être qu'on peut trouver à cette internationale, c'est qu'on a tous une origine pro-albanaise commune. Quoique il y a pas mal de partis pro-albanais qui ne participent pas au club. Ni les Portugais, ni les Brésiliens, ni les Danois, n'y sont. Donc on ne peut pas dire qu'ils ont fait un effort pour dire on doit avoir la pensée d'Enver Hoxha comme base. Ce n'est pas ça non plus. Mais néanmoins, ils écrivent dans leur texte que maintenant le pôle qui donnera naissance au mouvement communiste réorganisé existe.
Donc on ne voit pas comment on peut dire qu'on est le pôle du mouvement communiste réorganisé si on se maintient entre amis pro-albanais. Et si on n'a fait aucune démarche, ni la moindre tentative de discuter ou de débattre avec Nina Andreeva ou avec des gens qui se battent au Pérou et aux Philippines, etc. Et une fois qu'on maintient la division comme idée, on arrive à des situations assez bizarres. Par exemple, le Parti communiste ouvrier de France, certains d'entre vous le connaissent peut-être, il a un journal, et en décembre, il a parlé des luttes en Belgique. Et il a dit, nous avons demandé aux camarades du MCB de nous donner des informations sur le mouvement social de leur pays. Et les camarades du MCB ont dit, ils ont écrit une note, et là-dedans on lit ceci. Le MCB appelle à l'extension du mouvement dans les entreprises privées, notamment dans la métallurgie. Voilà ce qu'il fait, le MCB. Donc si vous ne saviez pas que le MCB, il a appelé à l'extension du mouvement des entreprises privées, notamment dans la métallurgie, vous n'êtes pas dans les environs de l'avant-garde du mouvement marxiste-léniniste en Belgique. Et donc dans des choses quand même un peu bizarres et rigolos, on voit quand même l'esprit sectaire de faire un petit club, on ne sait pas bien sur quelle raison, et de faire des manœuvres et des alliances qui n'ont aucune base de principe. Et donc je pense que ces trois tentatives de unifier le mouvement marxiste-léniniste en prenant un bout de division politique ne peut aboutir à rien. Et que c'est justement ce cadre qu'on doit dépasser et qu'on doit accepter. Et de toute façon, nous pour notre part, nous le faisons. Le Parti communiste des Philippines le fait aussi. Donc nous avons les meilleurs rapports avec pas mal de ces partis qui sont dans l'international de Quito, comme nous avons d'excellents rapports avec certains partis qui sont dans le RIM, ou dans la conférence autour du MLPD et du Parti des Philippines. Et donc nous sommes en mesure d'apprendre beaucoup des meilleurs partis de ces trois fractions. Ce qui est une preuve par la pratique que les communistes, ceux qui tiennent réellement au marxisme-léninisme, ceux qui font réellement un travail dans les masses, qui construisent réellement un parti communiste dans la lutte de classe, peuvent aujourd'hui s'unir au-delà des divisions du passé. Et surtout, ce n'est que si nous menons des luttes et nous faisons un effort pour y arriver, que le mouvement communiste international, sur une base révolutionnaire, peut devenir un pôle d'attraction pour les millions et les centaines de millions de gens qui souffrent, qui veulent lutter contre le capitalisme et l'impérialisme, mais qui ont besoin de voir une issue, de voir une lumière. Et cette lumière ne peut seulement leur être portée par le mouvement marxiste-léniniste, unifié sur une voie révolutionnaire et pratiquant l'internationalisme prolétarien. Merci.